Bienvenue sur le balado de la scène agro, produit par Agro-Québec et présenté en collaboration avec Financement agricole Canada. En tant que prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire d'ici, FAC a l'expertise et les relations pour vous aider à propulser votre entreprise. Visitez fac.ca. Dans notre premier épisode, nous avons découvert la FIB, un acteur clé du secteur bioalimentaire au Québec, et échangé avec Émilie Villeneuve, sa fondatrice et PDG. Aujourd'hui, nous allons explorer les services de la FIB et quelques projets concrets auxquels l'entreprise a contribué. Depuis sa création en 2015, la FIB est devenue un laboratoire d'innovation guidé par l'expertise scientifique et la passion de sa présidente fondatrice, Émilie Villeneuve. De la recherche et développement à la commercialisation, la FIB soutient les entreprises bioalimentaires à travers 6 services principaux. La sécurité alimentaire, le marketing, la productivité, la rentabilité, l'industrialisation et la R&D. Ces services aident les entreprises à chaque étape de leur croissance avec un fort accent sur l'innovation. Émilie est de nouveau avec nous pour nous parler de certains projets marquants. Bonjour Émilie. Bonjour André. Alors, on est dans le vif du sujet aujourd'hui. Totalement, très contente d'être là pour partager nos projets avec vous. Merci d'être ici. Émilie, peux-tu nous en dire un peu plus sur l'accompagnement que vous avez réalisé concernant notamment la durée de vie des produits et quelles ont été les retombées de ce type de projet à titre d'exemple? Eh bien, André, la stabilité d'un aliment puis sa durée de conservation, on se cachera pas que ça a un impact financier important pour une entreprise. Oui. Une journée, ça compte. Totalement, surtout dans le frais. OK. Dans cette optique-là, on a développé une expertise très solide, je pourrais vous dire, là, pour répondre à leurs besoins. L'amélioration est possible grâce à notre capacité d'aller optimiser et de sécuriser l'aliment en même temps. Il nous arrive d'adapter les étapes d'un procédé, de reformuler les recettes ou encore d'évaluer l'impact des pratiques agricoles même sur l'aliment destiné au conditionnement. Souvent, on a des gens qui vont venir avec des produits qui sont déclassés, des produits qui sont agricoles. Pour moi, pour nous, chez la FIB, ce que ça veut dire, c'est vraiment une tomate, une gousse d'ail, de quoi qui n'a pas été, vraiment qui est dans le frais, qui est tout frais sorti du champ, on pourrait dire. Parce que l'idée, c'est d'être le plus près de la réalité. Hein? Ben, en fait, il faut prévenir, il faut connaître la chaîne de valeur ajoutée dans laquelle l'aliment fait face, dans laquelle il est. Donc, si on veut vraiment partir de l'étape où on a un conditionnement ou une production avec, par exemple, prenons l'exemple de les bleuets, par exemple. Hein? Nativement, on travaille beaucoup avec le bleuet. On jase. On va chercher des méthodes pour augmenter la durée de vie du bleuet par chez nous, par exemple, dans l'enrobage de bleuets enrobés de chocolat noir ou de chocolat tout court. Bien, il ne faut pas négliger les étapes en amont du bleuet qui arrive dans l'usine. Ça veut dire la méthode qui a été cueillie, les impacts de cette cueillette-là sur la température. Ça fait partie de l'environnement, de la chaîne de distribution. Le bleuet n'arrive pas cueilli dans un monde aseptisé ou avec aucun impact sur celui-ci. Il n'arrive pas toujours pareil non plus. Totalement. Il y a des variations d'eau, d'humidité au niveau des saisons. Si on fait l'erreur de travailler que sur le procédé de transformation, on va peut-être être capable d'augmenter et d'améliorer la durée de vie du bleuet enrobé. Mais dans une situation particulière dans laquelle nous avons travaillé, ça a été le point majeur de vraiment étudier la méthode de cueillette, d'étudier l'impact de celle-ci. Si je comprends bien, le problème n'est pas nécessairement sur la chaîne de transformation. Et voilà. C'est ça. Je suis prête, on peut arrêter là. Tu as très bien compris. C'est pour ça que notre regard, en ayant une expertise de la salubrité agricole et de transfo, on est capable de tisser le lien entre ces deux domaines d'activité qui sont beaucoup plus près qu'on pourrait le penser. L'agriculture, la transformation, il faut comprendre ce qui se passe dans chacun des deux pour être capable d'améliorer le produit frais, par exemple. On l'a fait avec le bleuet enrobé. On l'a fait avec des fèves germées. On l'a fait avec des gousses d'ail. On l'a fait avec beaucoup de produits où on cherche à gagner du terrain
au niveau de la commercialisation, compétitionner de nouveaux acteurs, prendre davantage de volume de vente, être capable de bien positionner son produit. La durée de vie puis la méthode de conservation, c'est la clé pour les gens qui ont des produits frais ou des produits qu'on dit périssables. Puis ça a un impact aussi au niveau de la qualité même du produit, au niveau du goût. Bien, en effet, André, si on veut un produit qui maintient ses conservations, qui maintient son état dans lequel on le soit cueilli ou transformé. On veut que le goût, on veut que la couleur, la saveur, l'odeur restent telles quelles le plus longtemps possible. Donc, totalement, ça a un impact sur la qualité. Pour que le consommateur retrouve, en fait, toujours le même produit auquel il s'attend. Oui. Ouais, c'est ça le but. Vous avez aussi travaillé, Émilie, sur la stabilité des produits frais en emballage. Peux-tu nous donner plus de détails sur ce projet? Partons de l'exemple que j'ai donné précédemment, André. Le bleu enrobé ou même encore les fèves. Bien évidemment, quand on commercialise un produit, on ne donne pas de main à main. Hein. Il y a un emballage qui va venir protéger l'aliment pour la commercialisation, pour la vente. Mm-hmm. C'est important de se positionner. La plupart du temps, l'emballage va nous permettre de maintenir les conditions dans lesquelles on veut que l'aliment soit maintenu. Prenons l'exemple des fèves, par exemple, des fèves germées. Ouais. L'emballage qu'on va sélectionner, la méthode dont on va mettre le produit dans l'emballage est hyper important. Ce qu'on veut garder, c'est un produit vivant. Donc, on doit mettre à l'intérieur des gaz, travailler avec l'oxygène, vraiment venir conditionner l'emballage. On appelle ça des emballages sur atmosphère modifiée, permettant, on va imager un peu la fève germée, qu'elle soit encore capable de respirer pendant un certain temps dans l'emballage pour que ça va venir aider, favoriser la durée de conservation. À l'inverse, si on prend par exemple une confiture ou un produit, une conserve, on veut éliminer la présence d'oxygène. Ouais. On travaille vraiment là sur les micro-organismes pour vraiment venir soit... dans certains cas, on va vouloir les laisser vivre, si on parle de yogourt, de lait, dépendamment des produits. Puis dans d'autres situations, on va vouloir vraiment les empêcher de croître pour garder la salubrité et la conservation. C'est un monde, l'emballage. Ça, c'est clair. On peut avoir une bonne chaîne de transfo si l'emballage ne suit pas, si la méthode de conservation n'est pas en adéquation avec le processus, on va manquer les objectifs finaux du client. Donc, c'est aussi important en amont de la chaîne de distribution qu'en aval de la chaîne de transformation, c'est-à-dire. En effet, là, on parle vraiment d'une belle chaîne de valeur ajoutée. C'est là qu'on entend beaucoup de la terre à votre assiette ou du champ. Il se passe pas mal d'affaires entre les deux. Oui, il y a plusieurs maillons et ils sont tous importants dans le maintien. Émilie, toujours dans l'optique d'améliorer les produits, vous avez également agi sur les valeurs nutritionnelles. Est-ce que tu peux nous parler de projets marquants concernant ce volet, justement? Bien, je tiens à dire en premier, André, qu'actuellement, avec tout ce qui se passe dans les tendances des marchés, les attentes des consommateurs, bien manger, c'est plus simplement un mode. Là. C'est vraiment un objectif collectif. C'est ce qu'on voit présentement dans l'industrie. Ouais. On a des politiques incitatives, on a des gens qui veulent s'approvisionner davantage au niveau local. On le voit avec les hôpitaux, les centres de garderie. Mm-hmm. Et on veut bien manger, on veut maintenir la santé des consommateurs dans le temps par la nourriture. Donc, je pourrais certainement chiffrer que notre clientèle, en ce moment, 80-90% de nos projets sont toujours axés sur la santé. On est devenus des créateurs, pas des chefs cuisiniers, mais dans le sens qu'on en a qui travaillent dans l'équipe, bien évidemment. Mais on a développé une belle expertise sur maîtriser l'impact qu'on va avoir sur le produit lorsqu'on abaisse le sucre, par exemple. Oui. Lorsqu'on augmente les protéines, parce que là, on veut vraiment aller cibler des valeurs nutritives X, Y, Z pour la consommateur. Le client va nous arriver avec des exigences aussi de calories. Donc, on est vraiment dans une optique de développer une formulation qui tient en compte du profil nutritionnel sans toutefois impacter, encore une fois, le goût et la texture de l'aliment. Donc, d'optimiser tout le processus. Optimiser, je te dirais plutôt aussi, ça pourrait être faire un équilibre entre tout ça. C'est que quand on abaisse quelque chose ou qu'on augmente quelque chose, c'est comme un balancier. On doit trouver l'équilibre pour ramener l'impact de cette substitution-là. Dis-moi, Émilie, comment la formulation d'un produit change-t-elle en fonction des objectifs spécifiques d'un client, par exemple? Je vais prendre encore l'exemple, André, du sucre. Il faut savoir que le sucre n'est pas simplement un apport de goût dans une formulation. Il contribue également au volume, à la texture du produit. Donc, la conservation.
non? Oui, également, Ouais, parce OK, qu'elle baisse ouais. l'activité d'eau du produit, donc la conservation est Ah, je suis pas inévitable. pire. Mais c'est, oui, je pourrais dire d'un terme plus scientifique, c'est indirectement OK. la conservation. Il est important de se rappeler que lorsqu'on modifie un ingrédient, des interactions chimiques entrent en jeu. Il est essentiel de rétablir cet équilibre pour obtenir le résultat qui est souhaité par notre client et donc qui est attendu par les consommateurs. On ne peut pas simplement enlever toute trace de sucre d'un aliment pour venir sans sucre ajouté et réduire le sucre pour être plus santé. Ça va avoir un impact sur le volume. Donc, pensez à un gâteau, si on enlève le sucre, il peut ne pas lever, la texture et tout ce qui va avec. Absolument. Fait qu'il faut vraiment trouver des substitutions, des méthodes qui vont nous permettre de toujours conserver ce qu'on attend du gâteau quand on mange un gâteau. Enfin, Émilie, nous savons qu'il existe des critères stricts pour garantir la conformité avec les normes de sécurité alimentaire et industrielle. Comment votre accompagnement s'adapte-t-il à ces exigences? J'aimerais t'en parler de manière en parallèle avec ce qu'on vient de discuter, la recherche et développement. Pour nous, ça s'insère même dans le processus. Il faut vraiment s'assurer que ce qu'on développe ou ce qu'on améliore va cadrer avec tout ce qui est le système légaux et le système normatif d'une entreprise. Qui est large. Qui est très large. Ouais. Quand on fait du développement ou de l'amélioration, il faut s'assurer que le procédé ou le produit, quand il va s'intégrer dans un monde industriel, parce qu'on fait l'industrialisation du modèle laboratoire vers l'industrie, on soit capable de répondre aux normes exigences. Et ça, en fait, ça vient du principe que c'est le premier département que la FIB a lancé en 2015. Ce fut la sécurité alimentaire. Nous sommes donc des experts reconnus en sécurité alimentaire puis tout ce qui régit une entreprise. J'ai fait le lien avec la recherche. Moi, on est des entreprises qui vont venir nous voir rapidement ou en fonction d'un nouveau marché ou d'une exigence client. On l'a vu depuis 2019 avec le changement au niveau du règlement. Ouais. On a eu le nouveau règlement sur la salubrité des aliments au Canada qui a apporté une belle licence fédérale pour prouver qu'on respecte bien le cadre réglementaire. Ouais. Il y a également aussi des cadres privés, des certifications, des cahiers de charges comme Costco. Lorsqu'on veut faire affaire avec Costco, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des modifications à faire dans vos opérations ou dans votre salubrité dans votre usine. Il faut répondre au cadre de Costco. Chez la FIB, dans le passé, ça nous est arrivé qu'un client nous ait appelé. On avait eu des discussions avec lui dans le passé pour commencer l'implantation d'un cahier de charges, commencer à intégrer son normatif. C'est rarement un volet qu'une entreprise est motivée et passionnée par. Hein? C'est souvent des choses qui sont obligatoires, donc c'est jamais nécessairement ce qu'on voudrait faire en premier. Et qui nous a rappelé un peu en panique en disant, si je n'ai pas ma licence fédérale ou si je n'ai pas mon Costco, pas Costco dans ce cas-ci, mais je n'ai pas ma licence fédérale, je perds mon marché actuel. Il y a eu des changements dans le réseau de distribution, la chaîne est devenue fédérale, j'étais sous le MAPAC, je dois me conformer. On a eu 30 jours pour faire le travail. Oh boy! On le fait. OK. Il a maintenu, mais c'est vraiment la preuve qu'on est expert. On est capable de répondre rapidement à ces changements qui peuvent être stressants et coûteux pour une entreprise. Puis ces changements-là peuvent être issus de la volonté d'une entreprise qui parfois peut avoir des procédés artisanaux et maintenant, avec une augmentation de la demande, passer à un mode un peu plus industriel. Mais tout ça se fait pas en criant lapin, là. Totalement non, André. Mais en fait, c'est là prévenir ou guérir, dans le sens que ça peut se planifier lorsqu'on pense à une planification de commercialisation. Des fois, on a des opportunités en affaires qui arrivent plus vite que prévu. Je comprends que là, il y a un gap entre notre planification et nos actions. Mais c'est important, dans une bonne vision de développement de commercialisation de produits, de cibler le pays, cibler, est-ce que je sors de la province du Québec? Est-ce que je veux vraiment cogner aux portes de Costco? Est-ce que c'est des opportunités qu'on veut saisir? Il y a toujours deux facettes à une médaille, comme on peut dire, deux côtés à une médaille. Il y a l'opportunité, le gain de revenus, mais il y a toujours un coût également. C'est là que nous, on est experts. On aime accompagner les entreprises pour chiffrer ce coût, cette dépense. Nécessairement, un bon système qualité, là, ça a beaucoup de
de points positifs, que ce soit pour réduire les pertes alimentaires. Il y a plein de choses. Okay? On ne fait pas un système qualité seulement pour répondre à une norme, mais dans le cas où il faut changer, être plus exigeant pour un marché, il faut comprendre la game, dans quoi qu'on s'embarque en tant qu'entrepreneur et qu'est-ce que ça va impliquer dans mes méthodes, dans mes procédés, mes équipements. Est-ce que je dois acheter de nouveaux équipements? Et même des fois, il faut changer de lieu d'affaires. On produisait dans une usine X, mais qui n'est pas conforme pour la certification ou le GFSI qu'on veut aller chercher. Est-ce qu'on fait des améliorations locatives? Est-ce que je suis en location ou est-ce que je suis propriétaire de mon local? C'est toutes des choses qu'il faut évaluer parce que ça a des coûts assez importants. Faire des améliorations quand on n'est pas propriétaire dans certains marchés, c'est peut-être pas favorable. Des fois, il faut que les gens changent de place. C'est toutes des choses qu'il faut bien démystifier pour comprendre si on saisit ou non l'opportunité. Oui, pour prendre des décisions plus éclairées. Oui. En fait, on peut changer même d'idée et dire, écoute, c'est peut-être pas une opportunité finalement. Non. C'est ça. L'équilibre entre le coût-bénéfice est à évaluer en fonction de l'opportunité. Bien, merci beaucoup, Émilie, pour ces exemples très concrets qui nous ont permis de mieux comprendre comment la FIB accompagne les entreprises du secteur bioalimentaire. Alors, si vous êtes une entreprise et souhaitez bénéficier des services de la FIB, rendez-vous sur lafib.com. Merci beaucoup, Émilie. Merci à toi. Au plaisir. À bientôt. À bientôt. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.